Bonjour à tous, doux réveil sur Bismart. Ce matin, je vous fais découvrir une image et un dessin. La planète va payer très cher le confinement et la pandémie de Covid, on le sait. Mais certains pays sont plus que touchés. Leur économie est carrément torpillée par les conséquences de ce virus. En Amérique du Sud, il est un pays, le Pérou, qui devrait voir son PIB reculer de 12,5% en 2020. Ce chiffre est effrayant. Il est 2 fois plus élevé qu'au Brésil, par exemple. Les restrictions d'entrée de denrées ont été plus fortes que dans les pays voisins, entraînant ainsi une quasi-paralysie économique du pays. Elle était attendue, elle commence malheureusement à se traduire dans les faits. La descente aux enfers de certaines enseignes de textiles français s'accentue. Célio, 1585 boutiques dans le monde et 4000 emplois, vient de demander à être placé sous procédure de sauvegarde. Avant lui, c'est Camaïeu, La Halle, Naf qui ont montré de grandes difficultés ou ont été avalés par les concurrents. Le confinement a entraîné une chute brutale de l'activité, évidemment, mais il faut savoir que certains magasins restent fermés dans des pays qui n'ont pas encore déconfiné. 300 magasins Célio sont par exemple encore fermés. La crise dicte les changements. Ceux qui garderont le cap sont aussi ceux qui auront épousé les nouvelles attentes des consommateurs vers une consommation plus responsable, vers davantage de recyclage aussi. C'est l'écosystème du textile qui va être repensé. Merci beaucoup à Clara Franciosi dont le dessin a illustré mon propos ce matin. Les jeunes pousses françaises sont à l'honneur dans Smart Up ce matin. Ces robots qui s'agitent dans les entrepôts sont en train de révolutionner le e-commerce. Romain Moulin, fondateur d'Exotech, future potentielle licorne française, est avec nous. On parlera aussi d'Iban First qui vient de boucler une levée de fonds de 21 millions d'euros en sortie de confinement. Et puis des images d'Antarctique. Mathieu Torder revient de ce continent mythique et viendra nous raconter qu'un explorateur est avant tout un entrepreneur. Smart Up, c'est parti avec vous, Olivia, et vous nous présentez les 4 chiffres du jour. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Un tissu capable de neutraliser près de 99% du coronavirus, c'est ce que promet la société israélienne Sonovia. Elle a mis à la vente sur son site des masques antiviraux réutilisables à base de ce tissu, recouvert de nanoparticules d'oxyde de zinc qui détruisent les bactéries. Il pourrait aider à stopper la propagation du coronavirus. Le tissu, lavable plusieurs fois, peut également être utilisé dans les textiles, pour les hôpitaux, les équipements de protection et les vêtements. Des tests sont également en cours pour utiliser ce tissu dans les véhicules et les transports publics. 30 000 masques ont déjà été vendus par Sonovia, principalement aux États-Unis. Et on passe au deuxième chiffre du jour. 700 000 $, c'est le montant des dommages et intérêts qu'a reçu le célèbre designer Hedi Slimane de la part d'Yves Saint Laurent. En effet, la maison de haute couture continuait d'utiliser ses photos et vidéos pour des campagnes publicitaires passées sans son consentement. Et on continue aussi avec la compagnie d'aviation American Airlines à la recherche de 3,5 milliards de dollars de financement. Objectif, améliorer sa liquidité alors qu'elle est aux prises avec des restrictions de voyage liées au Covid-19. Et un dernier chiffre qui nous emmène en Chine. La Chine lance justement un plan sur 15 ans pour façonner l'avenir de sa technologie. Standard 2035, c'est le nom de ce programme ambitieux pour fixer les règles du prochain monde. Pékin veut être en mesure de collecter de meilleures informations sur le monde avec ses implications sécuritaires et commerciales, mais aussi façonner ces informations. Selon des experts, si la Chine y parvient, cela pourrait lui donner un avantage concurrentiel dans les technologies futures. Merci beaucoup Olivia, on vous retrouve demain matin. Smart Leader, c'est tout de suite. Romain Moulin, bonjour et bienvenue. On est ravis que vous ayez accepté notre invitation dans Smart Leader, d'autant que vous n'êtes pas parisien, vous venez de Lille, c'est ça? Tout à fait. Vous avez été identifié comme une future potentielle licorne par le magazine Challenge, je le disais tout à l'heure. On s'arrache vos robots à travers le monde. Même le Japon et la marque Fast Retailing vient de vous passer commande. Votre univers, ce sont donc des robots qui révolutionnent les entrepôts de e-commerce. Ils se sont agités, vos robots, pendant le confinement? Beaucoup?
pas beaucoup? Alors oui, on a vu un fort impact du confinement sur nos systèmes. On a des systèmes très orientés e-commerce. Donc si vous passez commande chez un de nos clients, chez Cdiscount par exemple, de 2 articles, et ben, nos robots vont se mettre en branle pour pouvoir assembler les articles, les mettre dans une boîte et vous les envoyer. Donc on a vu les systèmes quasiment doubler de production. On est aussi en e-commerce alimentaire et donc les gens ont commandé beaucoup sur les drives, donc directement un impact sur nos robots. Alors reprenons au départ. Exotec, ce sont donc des robots ultra intelligents qui se baladent dans les entrepôts des grandes surfaces et qui surtout, c'est votre point fort, grimpent en hauteur pour aller chercher les aliments ou les objets là où ils sont rangés, bien rangés, trop bien rangés peut-être. Tout à fait. Alors un système Exotec, c'est un système avec des grandes étagères qui montent jusqu'à 10 mètres de haut et une flotte de robots de 10 robots jusqu'à 200 robots potentiellement qui se baladent et qui vont aller chercher les bacs qui contiennent les articles dont vous avez besoin pour envoyer à vos clients. Donc notre robot se déplace en 2 dimensions, il va où il veut, il repère le rack et à un moment il attrape l'étagère, il va se mettre à monter comme ça jusqu'à 12 mètres de haut, tirer le bac et le redescendre pour les opérateurs. C'est une flotte de robots qui en fait est au service des opérateurs. Vous, si vous êtes préparateur de commandes, vous restez en dehors du système et les robots n'arrêtent pas de faire des allers-retours pour pouvoir vous apporter les articles. Alors qu'avant, il y avait des préparateurs de commandes qui allaient justement chercher, fouiner dans les entrepôts pour trouver les objets. Tout à fait. Si vous essayez de faire ces mêmes opérations logistiques manuellement, vous amenez vos préparateurs de commandes à faire 15 km par jour. Ils passent la majeure partie de leur temps à marcher et entre chaque prélèvement d'articles, ils vont marcher plusieurs minutes. Donc c'est à la fois une perte de temps et aussi ergonomiquement et en termes de troubles musculo-squelettiques, c'est très difficile. Bien sûr. Alors comment est-ce qu'ils travaillent ces robots? Imaginons que je passe commande pour une trottinette sur un site avec lequel vous travaillez, qui peut être Cdiscount par exemple. Cdiscount, par exemple. Donc j'achète une trottinette sur Cdiscount. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le robot va voir immédiatement ma commande? Donc le site Cdiscount va transférer ça au bon entrepôt et ensuite l'entrepôt va le transférer à notre système. Donc le robot... Donc au robot directement. Exactement. On appelle donc un Skypod. Un Skypod, tout à fait. Les Skypods savent où sont rangés les articles, ils savent où est le bac qui contient l'article qui vous intéresse. Donc il va ensuite se mettre en mouvement et redescendre les articles pour vous l'apporter en tant que préparateur à l'extérieur du système. Finalement, avec Skypod, vous vendez à vos clients davantage qu'un robot en fait. Oui, en effet, c'est beaucoup de logiciels qui est derrière et c'est vraiment une optimisation complète de la supply chain de nos clients. Il faut bien voir qu'on a des flottes de jusqu'à 200 robots et synchroniser ces robots pour en tirer le meilleur parti, pour livrer les clients plus vite, plus rapidement, c'est vraiment la clé du système. En fait, Exotec, c'est 70% de logiciel. La robot n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, beaucoup de questions. Vos clients, qui sont-ils? Alors, parmi nos clients... Qui étaient-ils avant la crise? Qui sont-ils aujourd'hui, peut-être? Tout à fait. Alors, tous ne sont pas publics pour l'instant, mais on a des beaux noms comme Cdiscount, qui nous a acheté 2 systèmes, Carrefour, qui fait beaucoup de préparation en e-commerce alimentaire avec notre système. Tout à l'heure, vous avez parlé de Fast Retailing, c'est pour les magasins Uniqlo. Et Leclerc aussi, par exemple. Donc, tous les grands noms nous ont contactés pour avoir ce genre de système. Et quel a été l'impact de la crise et du confinement? Est-ce que vous avez été contacté par beaucoup de nouveaux clients? Et qu'est-ce qu'ils attendent? Une réactivité, une efficacité, une agilité? Alors, on a des clients qui attendent à la fois la performance et à la fois l'agilité. C'est-à-dire, ils vont vouloir des systèmes très performants. Il y a vraiment une demande du client final qui est d'être livré rapidement, d'être livré pour pas cher. Donc, il faut des systèmes très performants pour faire ça. Et en même temps, on fait face à des clients qui ne savent jamais vraiment ce que sera leur avenir dans 2-3 ans. Donc, ils veulent avoir toutes les capacités pour évoluer. Donc, on leur livre un système qui va se monter vite et qui est très modulaire. S'il a besoin de rajouter des robots pour faire plus de commandes, on est capable de le faire. S'il doit rajouter du stockage pour rajouter des capacités de stock, on est capable de le faire aussi sans arrêter le système. Donc, c'est des systèmes qui sont bâtis pour vivre avec leurs clients, pour grandir, pour être modifiés, pour être constamment changés, ce qui se prête très bien à un marché mouvant comme le e-commerce. Est-ce que n'importe quelle enseigne peut s'offrir un Skypod? Alors oui, disons une enseigne d'une certaine taille, un Skypod, c'est quand même... Ça coûte combien? Un système Skypod, ça va de quelques millions, 1, 2, 3 millions, ça peut aller jusqu'à 30 millions d'euros. Ça dépend vraiment de la flotte de robots qui est mise en jeu.
Alors, vous avez beaucoup de concurrents, notamment aux États-Unis. Balio, pour ne pas le nommer. Quid d'Amazon? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Amazon, c'est une question très intéressante. Amazon a sa propre technologie de robots qui transportent des étagères. Donc aussi basée sur une flotte de robots. Et c'est en fait ce qui a fait naître Exotech. Amazon a annoncé qu'ils allaient garder cette technologie pour eux. Donc ces robots qui se déplacent en 2 dimensions. Et c'était fin 2014, on s'est dit avec Renaud Haitz, le cofondateur de Exotech, qu'on allait reprendre les mêmes idées d'avoir une flotte de robots au service des opérateurs, mais les faire monter sur les étagères pour vraiment stocker jusqu'en haut, jusqu'à 12 mètres de haut. C'est ça le différenciateur d'Exotech. Quels ont été les enseignements de cette crise? Est-ce que vous pourriez travailler avec des enseignes avec lesquelles vous ne travailliez pas avant? Qu'est-ce que vous voyez comme segment émerger? Peut-être l'alimentaire davantage? L'alimentaire, il y a vraiment eu un effet de cliquet. On a vu nos systèmes qui ont doublé de production pendant le confinement. Et ensuite, forcément, à la fin du confinement, ils sont un peu redescendus, mais ils ne sont pas du tout redescendus à leur niveau initial. Les gens ont pris l'habitude de commander sur le e-commerce en alimentaire notamment. Et il y a un effet de cliquet, ça va rester comme ça. C'est quoi un effet de cliquet? C'est-à-dire qu'on a passé une marche, les gens ont pris l'habitude de commander sur Internet leurs courses alimentaires et ça va rester comme ça. Donc il y a vraiment un gros renforcement de la consommation sur les drives, sur la livraison à domicile, qui va renforcer les besoins d'automatisation. C'est un secteur très difficile, donc il faut automatiser. Et est-ce que vous avez des skypods différents pour l'alimentaire et pour les trottinettes? Alors, c'est la beauté de la chose, c'est le même système déployé chez tous les clients et en fait, c'est le logiciel qui s'adapte. On a un logiciel qui s'adapte aux différentes conditions logistiques. Il est tout le temps en train d'optimiser ses calculs. Donc, on a beaucoup de mathématiques à l'œuvre pour arriver à avoir la même chose qui tourne chez tous les clients et qui s'adapte en fait aux différences de besoins de chaque client. C'est comme ça que vous faites évoluer vos robots, que vous anticipez, vous essayez de le projeter dans le monde de demain? Oui, tout à fait. On a constamment des besoins nouveaux qui arrivent de nos clients. On travaille beaucoup avec eux pour faire les prochaines générations de robots. Et donc, on a déjà dans notre plan, dans notre schéma directeur R&D, beaucoup de choses sympathiques qui ont été bâties par des discussions. Alors, faites-nous un peu rêver, dans 10-15 ans, un robot Exotech, il ressemblera à quoi par rapport à ce que c'est aujourd'hui? Il y en aura plusieurs, en fait. Il faut bien voir que l'entrepôt, c'est une sorte d'usine à processer des commandes. Vous lui rentrez des articles, vous les stockez, vous les rassemblez de manière différente, vous les mettez dans une boîte, vous les envoyez à vos clients. Et dans ce que je viens de dire, en fait, à chaque étape, on peut mettre des robots de manière très intelligente, toujours avec beaucoup de logiciels. Je pense que c'est vraiment notre force et je pense que c'est la force de la France, c'est allier du hardware avec du logiciel. Et en chaque fois, en délivrant comme ça de la performance et de la modularité sur chaque élément de l'entrepôt. Donc, il n'y aura pas un robot Exotech, il y en aura beaucoup et ils seront aux différents endroits de l'entrepôt, toujours en cohabitation avec les opérateurs pour les aider dans leurs tâches. Un mot, Romain Moulin, de votre chiffre d'affaires et de la croissance du chiffre d'affaires sur ces derniers mois. Impact de la crise sur cette croissance? Donc l'an dernier, on a fait 20 millions de chiffres et cette année, on va le doubler. Donc un impact très important. On était 120 personnes à la fin de l'an dernier, on va être 230 personnes à la fin de cette année. Donc Exotech est en hyper-croissance. Justement, le recrutement, c'est un sujet essentiel. Est-ce que vous avez du mal à recruter Alors, surcroît peut-être dans le Nord, puisque vous êtes complètement basé là-bas? Oui, ça a été une vraie question pour des entreprises qui croissent à notre vitesse. Donc, on a commencé par embaucher vraiment une équipe de recruteurs qui ne font que ça. Ils sont 3 personnes. Et qui font venir les talents? Ouais, un peu comme OVH, puisque OVH est exactement, pas très loin. OVH est à 500 mètres. Oui, c'est ça. Ouais, quel écosystème. Donc ça demande d'y passer du temps, ça demande de se faire connaître, ça demande de communiquer, d'être connu du grand public. Et je pense qu'Exotech maintenant est passé dans sa deuxième phase, c'est-à-dire Exotech, c'est un nom connu. Et on a plutôt tendance à avoir des candidatures spontanées. De gens qui habitent Marseille, mais qui sont prêts à venir habiter dans le Nord. Tout à fait. Pour travailler chez Exotech. Bravo. Un mot de l'international. Je parlais du Japon. Oui. Quel type d'entreprise, de clients à l'international vous contactent? Alors, tous les grands noms nous contactent. On est aussi aux États-Unis, donc on discute avec beaucoup de grandes enseignes. On est présent aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Japon. Et donc, au Japon, Uniqlo est très connu là-bas, donc c'est vraiment un très beau nom, une très belle signature. Quelle est la marque de fabrique de vos robots par rapport à vos concurrents? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique, peut-être le Made in France?
Alors, je pense que c'est la qualité et les mathématiques à l'œuvre dans le robot. On a aussi beaucoup travaillé le design du robot. Si vous avez l'occasion de les voir sur Internet, ce sont des machines assez jolies et c'est fait exprès. Et ils ont chacun un prénom et il y a derrière une vraie volonté. Donc vous humanisez les robots. Exactement, ouais, pour une question d'acceptation et vraiment on veut que ça soit les compagnons des préparateurs. Dernière question, Romain Moulin, je le disais, vous avez été identifié comme une potentielle licorne. Au moment où le débat sur la souveraineté technologique s'exacerbe, est-ce que c'est un sujet que vous regardez de près? Est-ce que vous avez été contacté par de potentiels repreneurs, notamment pendant cette période de crise qui a pu vous rendre un peu plus vulnérable? Alors, la crise a plutôt renforcé Exotech parce que, comme je vous l'ai dit, le besoin a été augmenté par la crise. Il y a en effet on commence à être connu, une entreprise en robotique et qui a cette croissance-là, mondialement, ça devient connu. Après, on a une vraie fierté et une vraie volonté d'avoir bâti une entreprise, une industrielle française en robotique. Donc, on compte bien l'emmener très loin tout en ayant ce creuset français. Mais des entreprises comme nous sont destinées à être internationales, mais avec des quartiers français, ça nous plaît beaucoup. Donc, votre indépendance, elle reste essentielle aujourd'hui? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Romain Moulin, je rappelle que vous êtes le fondateur d'Exotech, merci beaucoup d'être venu nous voir. On va retrouver Gus tout de suite qui se trouve en visio avec nous ce matin. Est-ce que tu es là? Bonjour Capucine. Bonjour Gus, je suis ravie de te retrouver avant de te retrouver pour de vrai demain en studio. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui s'adapte justement aussi à un des effets de la crise, l'engouement pour le bricolage. Exactement. Et donc, je voulais te parler de Kingfisher. Kingfisher qui est une très grosse boîte qui détient tout ce qui est Castorama, Brico Dépôt et tout cela, hein, et qui a forcé la crise là un peu forcé à revoir complètement son plan strat. Alors, c'était une boîte qui voulait les différences dans son enseigne et se dire que voilà, on misait sur les grandes surfaces et sur la similitude des produits dans toutes les enseignes. Il se fait qu'en fait, la crise a amené à montrer un nouveau type de bricoleur, hein. On avait un peu le gros pool des bricoleurs du dimanche avant la crise. Et là, soudainement, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une segmentation. Beaucoup de gens qui se sont pris de passion du bricolage. Et il y a une segmentation beaucoup plus importante du bricolage. Et donc, Kingfisher a drastiquement changé son plan stratégique sur deux aspects. Le premier, comme je le disais, c'est essayer de ne plus enlever les différences entre ces différentes enseignes, mais au contraire, renforcer la marque de chacune des enseignes et du coup avoir une différenciation de produits très variée et très différente dans chacune des enseignes. C'est un premier aspect. Et puis après, il y a un deuxième aspect qui est assez neuf pour eux aussi, c'est qu'ils misaient sur les grandes surfaces. Et aujourd'hui, ils vont miser sur les petites surfaces et un maillage très important. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le e-commerce, juste avant avec ton invité, et que pour le e-commerce, vrai challenge, c'est le dernier miles. Et le dernier miles, quand tu as des très grandes surfaces un peu partout, c'est pas pratique. Et du coup, maintenant, ils vont spread toutes leurs petits supermarchés en petites surfaces où ils vont pouvoir adresser le e-commerce et les derniers kilomètres. Donc voilà, donc une très grosse boîte qui montre une agilité assez importante sur les gros changements que cette crise nous apporte. Voilà Capucine. Merci beaucoup Gus. Demain matin. On se voit demain matin. Très bonne journée à toi. Et on part tout de suite aux États-Unis dans Smart Tomorrow avec Chiara De Andris. On va partir aux États-Unis tout de suite avec Chiara De Andris. Et puis, nous parlerons d'Iban First qui vient de lever 21 millions d'euros en pleine crise avec son patron et fondateur Pierre-Antoine Dussoulier qui est avec nous. Bienvenue. Et puis, on parlera également déserts médicaux avec Tessan. Et vous, Jordan Cohen, vous êtes donc son fondateur. Bienvenue également. Alors, Chiara, bienvenue dans Smart Tomorrow. Vous nous parlez d'un site internet qui connaît un succès mondial. Alors oui, Capucine, vous avez très certainement déjà visité ce site des centaines de fois. Déjà plus de 700 millions de clics actualisés toutes les minutes. Il est un des sites les plus visités au monde. Alors peut-être que vous pensiez que de grands scientifiques l'avaient créé, mais si c'est le cas, vous trompiez, puisqu'à 17 ans seulement, Avi Schiffman, un lycéen américain, a créé seul
nCoV 2019 Live. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce C'est site, le cas. il ressemble à une grande carte du monde interactive et permet surtout depuis le début de l'épidémie d'être informé en temps réel de l'évolution de la propagation du Covid-19 dans le monde entier. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Avi Schiffman reçoit plus de 1000 messages de remerciements par jour, mais qu'il avait été très visionnaire puisqu'il a créé ce site quand moins de 10 000 cas avaient été déclarés dans le monde entier. Et aujourd'hui, son objectif reste le même, fournir les dernières informations concernant le virus, tout ça en collectant toutes les données les plus scientifiques du monde. Très intéressant, Chiara, mais on a envie d'en savoir plus sur ce personnage, Avi Schiffman, donc un crack de l'informatique, avec qui, d'après ce que j'ai compris, vous avez eu la chance d'échanger hier. Alors oui, j'ai eu la chance d'échanger avec lui hier. J'ai envoyé un message sur Instagram et il m'a répondu. On a fait une interview hier, il était dans sa chambre et il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il avait créé ce site. Vous êtes chanceuse. Alors pourquoi, justement ? Il a créé ce site au départ parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'informations faciles d'accès, que les informations concernant le virus étaient uniquement disponibles sur des sites chinois, donc très difficiles à comprendre. Et puis aussi, c'est un véritable autodidacte. Il a appris à coder seul grâce à des tutos sur YouTube et des forums de codeurs. Et donc, il dit au départ avoir créé ce site aussi pour appliquer ce qu'il avait appris, et notamment la technique du web scrapping. Le web scrapping, c'est une technique d'extraction de sites web un peu complexe qui consiste à automatiser son site pour qu'il puisse fournir de manière autonome, 24 heures sur 24, les dernières informations concernant le virus. C'est l'anti-Mark Zuckerberg, alors. Est-ce qu'il faut être un élève modèle pour être un pro de l'informatique, du coup? Pas forcément. Absolument pas. Il a complètement délaissé l'école pour passer 100% de son temps sur son ordinateur. Et il dit même que son âge est sa plus grande force, puisqu'il n'a que 17 ans. Et voilà, il faut savoir que si des milliers d'entrepreneurs rêvent que des investisseurs les contactent, il vient de refuser 8 millions d'euros, soit 7,3 millions de dollars pour le rachat de son site. Et il en est très fier, puisqu'il dit même ne pas être un profiteur et ne pas avoir besoin d'autant d'argent à 17 ans. Donc peut-être que vous êtes fasciné par les convictions de ce jeune entrepreneur. Ça se comprendrait. Et sachez qu'il continue de travailler sur son site pour fournir à terme un tracker d'épidémie, un comparateur d'épidémie, un tracker de vaccins. Et il ne s'arrête pas là puisqu'il pense même créer un nouveau site pour les élections présidentielles de 2020. Eh bien, on est ravis d'avoir eu sa bio. Merci beaucoup, Chiara De Andris. Qu'est-ce que ça... Écoute, moi, je me souviens quand le site a été down, à un moment donné, quand le site était au tout début, il a été down pendant une journée. Ah, donc vous le connaissiez, donc? Ouais, je le connaissais parce que je suis un peu hypochondriaque. Donc, en fait, ça m'inquiétait très, très vite d'avoir des informations, trouver des bonnes informations sur le coronavirus au départ de la pandémie. Et en fait, c'était un peu le seul endroit où il y avait des datas intéressantes. Et un jour, le site a été down. Et je sais qu'il y a eu des tweets, c'est pas Donald Trump, mais des tweets de personnes assez élevées aux États-Unis qui se sont alarmées sur le site qui était down. Ils disaient, mais où est-ce qu'on va trouver de l'information? Et en fait, c'était hyper inquiétant de se dire qu'aux États-Unis, les gens qui sont en train de gérer le virus se servent de ce site internet. Qui était devenu incontournable. Qui est devenu incontournable, mais qui est quand même fait par quelqu'un d'indépendant tout seul dans sa cuisine, quoi. Donc, c'était inquiétant, quoi. Mais voilà. Alors, Pierre-Antoine Dussoulier, on en vient à vous. IBAN First, c'est donc une fintech qui simplifie les paiements internationaux des PME et des ETI. Vous venez de finaliser une levée de fonds de 21 millions d'euros, donc complètement en sortie de crise la semaine dernière. Je précise quand même que Xavier Niel était déjà à votre capital depuis 2016. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de cette levée de fonds. Comment est-ce qu'on convainc des investisseurs de vous suivre à un moment aussi crucial, un moment de grande fragilité finalement? Ouais, alors déjà, la levée de fonds était déjà dans le pipe depuis un petit moment. Depuis combien de temps? Ça faisait déjà depuis le mois d'octobre-novembre qu'on réfléchissait à faire une levée de fonds, mais en fait, on n'avait pas encore un investisseur sélectionné en fait pour faire cette levée de fonds. Et puis, et on commençait à parler, on a parlé à plusieurs investisseurs, et puis au moment de la crise, il y a un investisseur qui nous a dit, écoutez, moi, c'est pas grave, la crise, j'en ai vu d'autres. Donc, pour moi... savoir qui c'est, cet investisseur? Oui, c'est Elaya. C'est Elaya. Voilà. Donc, il y a Elaya et BPI France. BPI France, et aussi nos investisseurs historiques qui sont Brega et Serena, qui aussi ont suivi sur ce tour. Mais donc, Elaya nous a dit, moi, j'ai vu plusieurs crises. Écoutez, on reste en contact pendant la crise. Vous allez me dire les chiffres que vous faites pendant la crise. Donc, tous les jours, j'envoyais un email à Xavier Lazarus, qui partenaire chez Elaya, en lui disant voilà, aujourd'hui on a fait tant, on a tant de clients, on a fait tant de paiements, on a fait tant de volume, et voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, il s'est avéré que nos chiffres étaient très très bons au mois de mars et au mois d'avril. Donc ils étaient
vraiment très motivés pour venir. Et nous aussi, de voir des gens aussi motivés en pleine crise, qui sont prêts à nous suivre aussi, ça nous a charmés. Parce qu'on aurait pu se dire, on a réfléchi à un moment donné à attendre un peu plus pour faire un lever, en se disant, on va attendre un peu que la crise se tasse. Pourquoi ça vous faisait peur, justement, de lever au moment de la crise ? Oui, parce qu'on se dit, ça se trouve, on va pas lever sur une valo qui va être assez bonne. Donc, en fait, et on se dit, ça se trouve, on va avoir une discussion avec un investisseur qui va, en fait, profiter de la situation, ou essayer de profiter de la situation, et du coup, on aura un mauvais deal, et on aura perdu du temps, et voilà. Et en fait, c'était pas le cas du tout. Donc, on a trouvé un investisseur qui était motivé, malgré ce qui se passait. Donc, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, on s'est très peu vu. Enfin, on s'est vu une fois avant, en fait, le lockdown. Et puis ensuite, on a fait que des rendez-vous par visioconférence et on a signé par DocuSign, etc. On n'a jamais signé ce deal en se voyant. Et on va se voir, d'ailleurs, jeudi prochain pour faire un dîner de closing. Ah oui, donc vous allez vous découvrir. On va se découvrir. Très intéressant. Donc, qu'est-ce que ça révèle, selon vous, qu'il y ait des investisseurs qui se mettent en capacité de dénicher des pépites au moment de la crise, de saisir des opportunités ? Qu'est-ce que ça dit de la France ? C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on voit que Elaya, par exemple, c'est un fonds qui existe depuis 17 ans et qui fait du capital risque depuis 17 ans. Donc, ils ont été créés en 2003. Donc, ils ont déjà vu, ils ont été créés pendant la première bulle Internet, et puis ils ont vu après d'autres crises. Et en fait, on se rend compte que être investisseur, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, et en fait, qu'il faut savoir saisir les opportunités, qu'en fait, le marché, il y a des hauts, il y a des bas, mais qu'in fine, lorsqu'on croit dans une équipe, lorsqu'on croit en un produit, on croit en une vision, c'est pas grave qu'il y ait une crise parce qu'une bonne équipe va passer par-dessus cette crise. Et donc, en fait, il y a des investisseurs qui croient en ça. Donc, en fait, et quand on fait du venture capital, on investit dans une équipe, on investit dans l'avenir. On n'investit pas tant dans le passé, en fait. La valeur d'Iban First aujourd'hui, c'est pas simplement les chiffres qu'on a fait l'an passé, l'année d'avant, c'est surtout les chiffres qu'on fera dans le futur et l'équipe qu'on est pour réaliser cette vision et, comme on dit, disrupter le marché. Alors venons-en au métier d'Iban First quand même. Quel est votre positionnement, notamment par rapport aux banques ? Parce que finalement, vous marchez un peu sur les plates-bandes des banques. Alors en fait, on fait du paiement à l'international. Donc, nos clients... Donnez-nous un exemple. Nos clients sont des entreprises qui ont besoin de payer leurs fournisseurs à l'autre bout de la planète, dans une autre devise que l'euro. Si jamais elles nous utilisent, ça va être moins cher de nous utiliser que de passer par une banque. Ça va être moins cher, plus rapide, agile, plus transparent. Et bien sûr, vous aurez un meilleur service. Et toutes les choses aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avoir, vraiment, tout le manque d'efficacité qu'il y a dans les banques. C'est quoi le meilleur service, justement ? Alors, c'est que ça patauge, c'est que c'est trop long ? Meilleur service, alors ça va dans tous les sens. Bien sûr, le meilleur service, même pendant la crise, par exemple, c'était un crash test fabuleux. C'est pour ça aussi que nos chiffres étaient aussi bons pendant la crise. C'est que, par exemple, c'était très dur de commander des masques, ne serait-ce que des masques en Chine pendant la crise. Et c'était les premiers qui arrivaient à envoyer de l'argent et pour qui l'argent était reçu en Chine, qui pouvaient recevoir ces masques. Parce que les fournisseurs chinois n'envoyaient pas les masques tant qu'ils n'avaient pas reçu leur virement. Lorsqu'on passait par une banque traditionnelle, souvent le virement mettait beaucoup plus de temps prévu. Il était perdu quelque part dans une banque correspondante. C'était difficile d'avoir de l'information à ce niveau-là, même d'être en contact avec son banquier. Avec nous, c'était pas ça. Par exemple, vous pouvez appeler chez nous maintenant, vous aurez quelqu'un qui va pouvoir vous répondre, qui va pouvoir vous parler du Hong Kong dollar, du dollar, et à cette heure-là de la journée. Si vous appelez BNP... mais c'est fabuleux, mais vous avez complètement court-circuité les banques, alors que ça aurait dû être un service qu'elles proposent, elles. Ça montre la défaillance des banques, finalement. C'est pas la défaillance des banques. En fait, aujourd'hui, pour une banque, c'est très dur d'innover. En fait, on se rend compte que les banques ne sont pas dans une situation super. Elles sont obligées de prêter de l'argent à 0%. Elles ont des... Mais l'innovation est un relais de croissance. Et c'est un relais de croissance, mais pour ça, il faut le vouloir. Et c'est une volonté. On ne se met pas à innover en claquant des doigts. Et le secteur bancaire, malheureusement, n'a jamais été un secteur qui innovait beaucoup. C'est-à-dire que si on regarde n'importe quelle autre industrie, il y a eu toujours de l'innovation. Par exemple, si on regarde dans l'industrie automobile, il y a toutes les sociétés qui fabriquent des voitures dépensent une part significative de leur chiffre d'affaires dans l'innovation. Et c'est pareil pour les biotech, c'est pareil pour les laboratoires pharmaceutiques. N'importe quelle industrie a toujours dépensé beaucoup pour l'innovation. Dans le secteur bancaire, c'est pas la même chose. En fait, il n'y a jamais eu des budgets aussi importants pour faire de l'innovation. Donc on voit souvent des banques qui disent OK, on va dépenser 100 millions d'euros cette année pour innover, 1 milliard d'euros. Comment est-ce que vous avez identifié cette brèche, justement ? À quel moment est-ce que vous avez dit
il faut aller innover là où les banques ne le font pas. En fait, moi, j'ai toujours fait ça. Donc, en fait, c'est pour ça. J'ai déjà créé une première société en 2006 qui, pareil, faisait, mais cette fois-ci, du change, mais pour les particuliers. On faisait du courtage de devises pour les particuliers. Je me rendais compte que lorsqu'on était particulier, c'était impossible d'investir sur les devises. On était obligé d'investir sur les actions, mais si on voulait acheter du dollar, on ne pouvait pas. Donc, c'était une société que j'ai créée. Les banques ne le faisaient pas à l'époque. Ensuite, voilà, c'est devenu un peu plus dans l'air du temps. Et là, de la même manière, cette opportunité-là, je savais comment fabriquer, en gros, un cours de change qui est un bon cours de change, fabriquer un paiement qui fonctionne bien. Je savais comment faire ça. Je me suis dit, c'est trop dommage en fait de pas le proposer, de pas créer une société qui va faire ça, alors que je sais le faire et qui a un énorme trou dans la raquette dans les services bancaires. Quel est votre business model aujourd'hui ? Le business model, en fait, ça va être, on prend une petite marge sur le cours de change qui est utilisé par nos clients. Cette petite marge, bien sûr, est inférieure à celle qu'on peut avoir dans une banque traditionnelle, mais elle suffit amplement pour payer nos équipes et nos systèmes et notre R&D. Et voilà. Comment est-ce que vous expliquez que les TPE aujourd'hui aient envie de venir travailler avec vous et non pas avec une grande banque justement qui a pignon sur rue ? Alors, c'est la même raison, hein. C'est le service, le prix et le système aussi. Il y a aussi quelque chose qui est important. On utilise un mot, alors je ne sais pas si c'est un mot français, mais c'est prosumérisation. Donc on utilise nous en interne et qui veut dire en fait qu'on essaye d'avoir une plateforme qui va être similaire. Vous aimez bien vous servir d'Instagram ou de Facebook, mais lorsqu'on est CFO et qu'on fait ses paiements et qu'on utilise le système de sa banque traditionnelle, son expérience elle est horrible. Ça veut dire que la plateforme est absolument affreuse à utiliser, hyper compliquée pour se connecter. Et on se dit c'est dommage. Pourquoi lorsqu'on est particulier, on a des systèmes qui sont hyper agréable à utiliser. Et lorsqu'on est un professionnel, un CFO, on a une plateforme et des systèmes qui sont archaïques et pas beaux. Et donc, vous avez fait converger les deux. Voilà, on investit pour que notre système soit plus agréable à utiliser que celui d'une banque traditionnelle. Dernière question, est-ce que les fintechs vont être les grandes gagnantes de cette crise selon vous ? Ce qui est sûr, je ne sais pas si ce qui est sûr, c'est que les habitudes changent et que la crise nous a pas impacté négativement, elle nous a plutôt impacté positivement. Ça veut dire que les usages changent de plus en plus et que au plus on avance, au plus ça devient une évidence en fait pour un de nos clients, donc pour un de nos prospects, pour un CFO de nous utiliser. Parce que voilà, encore une fois, il va avoir des mauvaises expériences avec sa banque et sa banque aussi ne va pas être équipée en fait pour pouvoir l'aider. Elle ne met pas de mauvaise volonté, mais simplement il n'y a eu pas assez d'investissement technologique depuis des dizaines d'années dans les systèmes, les infrastructures de paiement bancaire. Les équipes dans les banques aussi ne sont pas bonnes pour faire ce genre de service. Et donc il y a plein de choses qui fait qu'un client CFO dans une entreprise, aujourd'hui, en fait, il va préférer nous utiliser plutôt d'utiliser sa banque. Merci beaucoup Pierre-Antoine Dussoulier, vous restez avec nous évidemment. Maurice Parthe, maintenant avec vous Jordan Cohen. Vous êtes donc le fondateur de Pharma Express, c'est une start-up qui propose la livraison aux particuliers de médicaments 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toute la France. Vous êtes notamment associé à des grands noms comme SOS Médecins. Et Pharma Express a été rebaptisé Tessan, j'essaie de suivre le fil de l'histoire. Et donc vous avez légèrement fait pivoter votre business model pour explorer, humaniser un peu davantage les déserts médicaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer un petit peu ce modèle ? C'est exactement ça. En fait, on a commencé par Pharma Express. Donc la livraison... Les deux sont importants pour comprendre le fil de l'histoire. Bien sûr, ouais. Donc la livraison de médicaments à domicile, qui est une bonne idée, mais un marché compliqué. Il y a peu de marge et en fait, le fait de scaler, donc de vouloir avoir plus de volume, ça engendre plus de problèmes, puisque dans la livraison, il y a des soucis sur les livraisons, ce qu'on livre, les retours, les perdus. Donc, vu que le marché était un peu trop restreint, on a continué à innover. On a noué le partenariat avec SOS Médecins en créant une ordonnance électronique. Et c'est comme ça qu'on a mis un premier pied dans la télémédecine, qui est un marché vraiment formidable. Et on a eu l'idée, justement, de créer une cabine de télémédecine pour démocratiser l'accès à la télémédecine. La cabine, ça consiste en fait à une cabine... Donc, la télémédecine, c'est d'avoir un médecin en visio. En visio, exactement. Sauf que nous, on va dire qu'on amène cette télémédecine au sein de la pharmacie, au sein de la mairie. Donc c'est une cabine qui est insonorisée
et où il y a 7 dispositifs médicaux connectés. Donc elle est dans la mairie ou dans la pharmacie? Les deux, c'est nos clients. Les deux, voilà. soit dans la mairie, soit dans la pharmacie. Ouais. D'accord. C'est nos clients. Donc c'est les deux marchés principaux donc, de Tessan. Et avec nos dispositifs médicaux connectés, donc on en a 7, on peut traiter jusqu'à 90% des actes d'un médecin généraliste à distance. Donc concrètement, où est-ce que vous êtes implanté et comment ça marche et à quelle cible est-ce que vous vous adressez? Donc maintenant, on est sur un business model donc B2B2C. En termes de B2B, on attaque le marché donc, des pharmacies et des mairies. Donc les pharmacies et mairies qui sont dans les déserts médicaux ou qui ont besoin justement d'apporter l'accès à un médecin. Alors rappelez-nous, ils sont où ces déserts médicaux aujourd'hui en France? Ils sont vraiment partout en France. Hein. L'Île-de-France, c'est d'ailleurs un des premiers déserts médicaux. Donc ils sont vraiment... Ah, l'Île-de-France. Bien sûr, ouais. On est vraiment partout. Hein. Dans toutes les régions d'ailleurs, il y a des zones où on a des problèmes d'accès médecin. On aurait pensé que c'était plutôt la Corrèze ou le canton du Larzac. Exactement. Et au pourquoi final, l'Île-de-France? Par rapport, on va dire que le nombre de médecins par rapport à la population, il y a un problème d'accès. Et en fait, il y a des zones en Île-de-France, on attend 3 semaines rendez-vous chez son médecin généraliste. Un vrai problème. Et dans ces zones-là, pareil, on peut attendre 6 mois, 1 an, rendez-vous chez le dermato ou chez l'ophtalmo. Donc là, typiquement, vous avez installé des dispositifs Bien en sûr. Île-de-France? C'est où, par exemple? Alors, on est en Île-de-France, on est dans des petites villes. On est aussi en Occitanie, où c'est notre zone principale. On est dans des moyennes petites villes. On est aussi parfois dans des grandes villes, où il y a des problèmes d'accès médecin, comme Montpellier. On est en Occitanie aussi. Enfin, voilà, on est dans plusieurs zones, on va dire. Alors, quel impact la conjugaison de la crise sanitaire et du confinement ont eu sur votre activité? Parce que ça a dû exploser. Ça a bien explosé. On a doublé, on va dire, en termes de vente, et on a aussi doublé en nombre de téléconsultations. Donc ça a été, pareil, assez positif, on va dire, comme période pour nous. Après, maintenant, on a beaucoup parlé de la télémédecine dans la presse pendant justement cette crise, et on a signé des gros partenariats, on va dire, en termes B2B, donc des groupements de pharmacies ou des laboratoires, donc c'est encore en cours, donc on ne peut pas communiquer. Ah oui, c'est les vrai laboratoires, éventuellement. Voilà, donc c'est vrai qu'on va dire que l'image de la télémédecine est vraiment maintenant enclin, enfin, est dans la tête des gens, et on a été contacté par beaucoup donc, de laboratoires et de groupements pharmaceutiques et d'autres typologies, on va dire, de chaînes, parce que maintenant tout le monde sait que la télémédecine c'est l'avenir et qu'il y a un usage qui a été vraiment croissant pendant la crise. Donc maintenant, il y a une évangélisation vraiment, on va dire, puissante de la télémédecine qui a été faite pendant cette crise de Covid. Donc on a gagné 1 an et demi d'évangélisation en France. Ouais. Alors, votre business model, il s'articule autour de... C'est une location financière pour le pharmacien ou la mairie. Et pour le patient, on est sur des concessions 100% remboursables. Donc avec le numéro de sécu et mutuelle, le patient, on va dire, se fait rembourser ses frais. Le grand gagnant, ce sont les médecins ou les pharmacies? Parce que les pharmacies, on n'en parle pas, mais ça leur permet d'avoir du trafic et des ça leur gens... permet, exactement, donc ça leur permet d'avoir du trafic. Sur nos bornes, on fait 3 à 5 consultations par jour, et parce qu'on a des bornes aussi de consultation qui sont des bornes plus mobiles. Et dans la cabine, qui est notre produit phare, on fait 10 à 15 consultations par jour. Donc c'est vrai que ça engendre beaucoup plus de trafic, de nouveaux patients qui viennent dans la pharmacie parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à un médecin, et ça fidélise aussi la patientèle. Alors, les mairies, quel accueil est-ce qu'ils font à cette nouvelle idée? Alors nous, nos clients, les maires, hein, ça fait parfois 10 ans, 20 ans, donc 30 ans qui sont maires de la ville ou du village, qui ont un problème justement de désertification médicale. Il y a eu des aides qui ont été données justement pour amener les médecins, sauf qu'en fait, ces aides, elles sont données à toutes les mairies, donc ça ne résout pas du tout le problème de désert médical. Et donc, on est un peu la seule solution dans ces zones-là pour apporter l'accès à un médecin. Est-ce que le confinement a ouvert une nouvelle ère pour la télémédecine? Après le télétravail, c'est la télémédecine. Oui. Vous le voyez exploser? Je le vois exploser, donc ce soit auprès des pharmacies, auprès des médecins qui ont postulé pour justement être télémédecins chez nous, et aussi pour les patients. En fait, les patients maintenant, ils connaissent tous la télémédecine, ils ont parfois utilisé sur une application mobile. Donc quand ils voient la cabine dans la pharmacie, ils ont plus de facilité à y aller et à justement en faire l'usage. Quid de la concurrence? Comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à un Doctolib, par exemple? Donc Doctolib, c'est plus une plateforme SaaS au service des médecins, et ça apporte justement l'accès à la télémédecine avec son médecin traitant. Nous, on est un peu sur un autre usage. On est plus là pour désengorger les urgences, apporter un premier accès de soins. Donc on n'est pas là pour remplacer le médecin traitant, mais on est là justement en situation d'urgence, puisque nous, on donne l'accès à un médecin généraliste en moins de 15 minutes.
Je vous vois sourire, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Non, je pensais, est-ce que les médecins travaillent avec vous obligatoirement, ou alors est-ce qu'on peut avoir un médecin qui vient d'ailleurs? Enfin, est-ce qu'on peut avoir son médecin justement, aller dans la cabine pour voir son médecin, parce que s'il y a des machines qui permettent de faire des tests. Alors voilà, nous on a un pool de médecins, donc on a dû doubler, on est passé de 11 à 22 justement médecins, télémédecins pendant la crise. Notre plateforme elle est complètement ouverte et gratuite pour n'importe quel médecin. Et justement là on est en train de recruter des nouveaux médecins qui vont parfois faire juste 1 heure, 2 heures ou quelques plages horaires pour recruter justement leurs patients. Donc vous pouvez tout à fait faire une consultation avec votre médecin dans nos cabines. Et c'est gratuit sans engagement pour votre médecin. Ouais, top. Chiara? Et ce qui vous différencie des nouvelles vidéoconférences qu'on peut faire sur Doctolib, c'est vraiment l'aspect technique ou pas? Donc pour moi, il y a 2 aspects. Il y a que dans la cabine, on a 7 dispositifs médicaux connectés. Donc en visio, on peut traiter à peu près 40-45% des actes d'un médecin généraliste à distance. Nous, on peut en traiter 90. On a aussi des spécialités qu'on lance ce mois-ci, donc dermato, ophtalmo. On a les dispositifs médicaux dédiés pour ces spécialités-là aussi. Donc, aller voir un ophtalmo juste en visio, on va dire sur Doctolib, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, nous, avec tous les dispositifs qu'on installe sur cet outil de téléophtalmologie, on peut faire tous les tests de vue et à la fin, de vous émettre une ordonnance. Le dermato, pareil. Donc ça, c'est déjà le premier point, on va dire, c'est qu'on peut traiter beaucoup plus d'actes et donc de pathologies à distance. Et il y a aussi le fait qu'on a un accès à un médecin généraliste en moins de 15 minutes. Donc c'est là où on a un service justement pour désengorger les urgences ou pour avoir ultra tout de efficace. Suite un premier acte. Merci beaucoup, Jordan Cohen. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Pharma Express qui s'est transformé en Tessan. Pierre-Antoine Dussoulier, merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler d'Iban First. Et puis, Chiara De Andreis, vous reviendrez la semaine prochaine pour nous faire voyager à nouveau. Merci à vous pour cette prestation. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pause. Et c'est parti pour notre dernière ligne droite, les 2 dernières séquences de ce matin. Smart Fresh, d'abord avec vous, Paul Douard. Vous êtes donc rédacteur en chef de Vice France. Bonjour et bienvenue. Et puis, on partira en Antarctique avec un entrepreneur pas comme les autres, Mathieu Torder. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et explorateur. Paul Douard, on va revenir sur un sujet que vous avez récemment traité pour Vice et qui jette un coup de projecteur sur les comportements en temps de crise. Dès le début de confinement, comme à chaque crise, on parlait de changement, de monde d'après. C'était assez logique. Et c'est un peu ce qui se passe, finalement, à chaque crise. C'est ce que vous avez remarqué. Absolument. C'est le coup classique de la crise, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est... Dès lors que quelque chose se dérègle, forcément, on prend le temps de se poser des questions, de se demander ce qu'on peut amener, ce qu'on pourrait changer dans notre société, dans nos comportements, pour éviter que ce genre de crise se reproduise ou pour faire en sorte qu'elle passe mieux, on va dire ça comme ça, d'une certaine manière. Donc oui, c'est clairement logique, ça a été le cas. Alors ça a été le cas pour quelle crise? Je trouve que l'exemple le plus frappant dans les 10 dernières années, 15 dernières années, ça va être la crise des subprimes. Ça a été justement le grand débat sur le capitalisme, sur la dérégulation de la finance, sur le mode de consommation de vous et moi. Et finalement, à la fin, on s'est rendu compte que pas grand-chose avait changé et qu'aujourd'hui, le même système est en place, on consomme de la même manière. Il y a eu des petits ajustements avec la consommation locale, ce genre de choses, mais ça reste minime encore aujourd'hui, je trouve. Maintenant que le confinement est terminé, qu'est-ce qu'on peut observer? Parce qu'on en parle quand même du monde d'après, on ne cesse d'en parler. Effectivement, mais je pense que le monde d'après est plus un concept et une excellente idée, parce qu'il faut le dire, il y a plein de choses à changer, il ne faut pas l'oublier, mais malheureusement on se rend compte que non, pour le moment rien n'a changé. Je voyais encore tout à l'heure, en Floride par exemple, il y a un magasin qui a ouvert qui s'appelle Covid Essentials, qui est un magasin de prêt-à-porter lié au coronavirus. Donc je pense qu'il y a des choses dans la consommation encore où voilà, on n'a pas encore tourné cette page et il y a vraiment pas mal de modèles qui sont encore un peu trop présents, on va dire peut-être de surconsommation encore à ce niveau-là. C'est vraiment ce que vous constatez, la surconsommation encore omniprésente? Absolument, on l'a vu, mais ne serait-ce qu'avec la crise, par exemple, avec les masques, où on a vu toutes ces images de masques qui étaient jetés par terre dans la rue. Oui, voilà, absolument. Oui. Et ça fait de la peine, parce qu'on se dit que ça pourrait être le premier pas vers certains changements, et en fait, on le fait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne saisit pas? Pourquoi est-ce que la société n'arrive pas à saisir les opportunités de la crise? En fait, il y a un peu trop de barrières. C'est un peu le problème. C'est que c'est pas un manque de volonté. Les gens ont envie de changer, je pense foncièrement. Il y a un état d'esprit assez global. Mais malheureusement, il y a plusieurs problèmes. C'est que pour changer,
Il faut déjà que ça passe par la jeunesse. Alors ça, c'est un avis un peu personnel, mais je le pense. C'est-à-dire que c'est la jeunesse qui doit un peu prendre les devants et proposer d'autres modes de consommation, par exemple. Le fait est qu'en France, on a une population vieillissante, c'est comme ça. Il faudrait qu'on arrive un petit peu à changer ça, mais c'est une première barrière. Et l'autre barrière, mais ça va être l'innovation. Le changement, il doit être accompagné par l'innovation, forcément. Ça doit servir à ça. Mais malheureusement, l'innovation, ça prend du temps. Ça n'arrive pas en un claquement de doigts, surtout pas pendant une crise. Donc on l'a vu avec des intervenants précédemment, il y a des choses très intéressantes, mais ça prend du temps. Et la troisième raison est quelque chose de plus scientifique, mais malheureusement, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça, on s'en est rendu compte. On a du mal à imaginer les problèmes... C'est la neuroscience. Voilà. Les problèmes dans leur globalité, en fait. On a tendance à se replier sur nous-mêmes dès que la situation est un peu anxiogène, plutôt que d'essayer de s'attaquer à un problème global. Et encore une fois, comme l'innovation, ça prend du temps. Voilà. Et c'est ça les 3 barrières principales au changement. Merci beaucoup, Paul Douard. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Vice France. Vous restez avec nous et on enchaîne avec vous, Mathieu Tordeur. Le 13 janvier 2019, vous avez été le premier Français et surtout le plus jeune sur la planète à rallier le pôle Sud en solitaire. Je vous vois déjà sourire. Vous êtes heureux d'en reparler. Sans assistance et en autonomie totale, 51 jours d'expédition, 3 ans de préparation. Alors, explorateur, mais j'ai envie qu'on parle d'un autre angle, en fait. Explorateur, mais avant tout entrepreneur, parce que cette expédition, il a fallu l'imaginer, la créer, la bâtir, comme on crée le business plan d'une start-up. Est-ce que explorateur et entrepreneur, les deux sont finalement intimement liés? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Moi, je crois vraiment que oui, et c'est pas quelque chose de nouveau. Les premiers explorateurs, ils avaient besoin de financement, ils avaient besoin de mécènes. Magellan, il a cherché des fonds aussi pour partir faire son tour du monde. Et donc il allait voir les rois et les reines. Exactement, et il a même changé de nationalité pour vous montrer à quel point il était pugnace et à quel point il avait envie de réaliser son aventure. Mais c'est quelque chose qui a toujours été d'actualité, les sponsors, les mécènes. Aujourd'hui, pour monter une expédition, on a besoin d'être entouré de personnes qui peuvent vous financer. Moi, j'ai pas gagné au loto, je suis pas milliardaire, donc j'ai besoin de m'entourer de sponsors et de partenaires. Donc on construit un peu l'aventure comme ça, en s'entourant des personnes qui se reconnaissent dans les valeurs que je vais porter avec mon aventure pour créer cette expédition de toutes pièces. Donc on a un idéal. Moi, mon idéal, c'était de rejoindre le pôle Sud. Après, il faut trouver un petit peu toutes les pièces du puzzle pour construire l'expédition qui soit à la fois logistiquement viable et puis dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Vous disiez 3 ans de préparation, c'était à peu près ce que ça m'a demandé en termes de recherche de fonds, en termes d'entraînement en milieu polaire, en termes de tests de matériel, en entraînement physique. C'est pas des expéditions qui se montent en claquant des doigts. Alors comment est-ce que vous la montez cette expédition et quelle importance tiennent à la fois la communication, le marketing, la finance dans vos projets? En fait, tout est très lié. C'est-à-dire que pour qu'un sponsor soit content, il faut qu'on soit visible dans les médias. Donc il faut apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi avec les médias plus traditionnels, la télé, la radio. Et donc il faut s'entourer d'une agence de com si on ne sait pas le faire soi-même. Moi, j'avais tendance au début à vouloir un petit peu tout faire, un petit peu comme peut-être un chef d'entreprise voudrait tout contrôler. Et finalement, c'était pas forcément la bonne solution parce que y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour chercher des fonds ou pour faire de la communication. Donc moi, j'ai appris un petit peu à piloter tout ça et avec une petite équipe autour de moi à apprendre à ce que chacun joue correctement sa partition. Et pour moi, me concentrer sur ce qui dépendait le plus de moi, c'est-à-dire l'entraînement physique, psychologique aussi. Mais voilà, c'est des expéditions qui sont chronophages sur le temps, comme monter une boîte finalement. Il y a quelque chose que je dis assez souvent quand je fais des conférences en entreprise maintenant, c'est que on pourrait penser que moi, ma vie d'entrepreneur aventurier, elle consiste uniquement à faire des expéditions au bout du monde, à traverser l'Atlantique à la voile ou alors à rallier le pôle Sud à ski. Mais finalement, derrière tout ça, 90% de mon temps, moi, je le passe derrière mon ordinateur à faire de la com, à chercher des fonds. C'est très important. Bien 90% du temps et 10% de mon temps sur le terrain. C'est vraiment la réalité aujourd'hui des aventures et des explorations un petit peu ambitieuses, un petit peu lointaines. Encore plus aujourd'hui, si on fait de la recherche scientifique, on va passer beaucoup de temps à chercher un petit peu la faisabilité d'accès d'un endroit, ou à ramener les échantillons qu'on va avoir sur place, à essayer d'étudier le terrain. Donc il y a vraiment beaucoup de temps qui est passé en amont avant l'expédition, et ça je le répète parce que c'est vraiment la réalité de mon quotidien. Alors trouver des sponsors, c'est un petit peu comme lever de l'argent, lever des fonds pour une start-up, pour une jeune pousse. Comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que ça marche, cette recherche de sponsors, et comment est-ce que vous tissez des liens avec les marques qui deviennent des partenaires? C'est un art un peu subtil parce que tout dépend
de la raison pour laquelle on part en expédition. Moi, en prenant mon cas, l'expédition au pôle Sud, c'était un rêve de gosse, c'était un rêve que j'avais depuis de très très nombreuses années. Et donc j'avais fait le choix d'assumer ça à 100% et de trouver des partenaires qui se reconnaissent dans cette vision de dépassement de soi, de vivre ses rêves, plutôt que de m'embarquer dans une cause environnementale ou écologique que je soutiens évidemment, mais qui n'aurait pas été la raison d'être de mon expédition, ça aurait été qu'un prétexte. Et donc je trouvais que c'était un petit peu dangereux en fait de jouer sur tous les tableaux. Donc moi j'ai préféré assumer ce rêve de gosse et trouver des partenaires qui se reconnaissent justement dans la vision que je portais. Et donc comment on fait ? Il faut essayer de regarder un peu le marché, des entreprises qui seraient capables de vous soutenir. Moi j'ai eu 6 sponsors au total. Il y en avait qui avaient une communication un peu loufoque, un peu délirante et donc ils se reconnaissaient bien dans ce projet un peu fou que de rejoindre le pôle Sud. Après il y avait un industriel qui était intéressé de mettre les pieds en Antarctique parce qu'il était présent sur tous les continents du monde et donc ça le faisait marrer et ça l'amusait d'amener ses produits jusqu'en Antarctique. Bon, évidemment, il n'y a pas de marché, mais c'était pour le symbole. Donc, en fait, il faut réussir à trouver ces ponts, ces liens qui font que voilà, tout le monde est gagnant. Un peu de subtilité, peut-être. Absolument, oui. Sauf si on a un projet environnemental très marqué. Et là, on peut toucher des fondations et on peut toucher, évidemment, des entreprises qui ont des budgets pour ces projets. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face lorsque vous étiez sur place en Antarctique ? Est-ce qu'elles sont proches de celles d'un entrepreneur et surtout, comment est-ce que vous y avez fait face ? Je crois que oui, finalement, et d'autant plus maintenant que je suis revenu et que j'essaye de transmettre mon expérience. C'est ce que vous faites, puisque vous allez beaucoup dans les entreprises maintenant, pour raconter. Je fais beaucoup de conférences, effectivement, et je crois qu'un chef d'entreprise ou même un salarié, il doit apprendre à naviguer dans la tempête. Moi, c'est aussi pareil quand je suis au milieu de l'Antarctique et qu'il y a du brouillard, qu'il y a de la neige molle, que je suis en retard sur mon programme. Il faut essayer de s'en sortir par le haut, et pour ça, moi, j'appliquais plein de techniques, à la fois mentales, mais aussi des techniques un petit peu plus basiques que je peux vous développer, mais ces techniques-là que je m'employais à faire en Antarctique. C'était quoi la technique basique alors ? Les techniques basiques, c'était de me fixer vraiment des tout petits objectifs et de jamais penser vraiment à l'arrivée au pôle Sud, parce que moi j'ai passé 51 jours tout seul dans un espèce de grand continent immense tout blanc dans lequel il y a très peu d'odeurs, très peu de couleurs, il n'y a pas d'animaux parce qu'ils sont sur la côte du continent antarctique, donc on est vraiment seul avec soi-même finalement, et mon seul moyen de tenir c'était de me fixer des sessions d'1 heure de skier 1 heure, de m'arrêter 5 minutes, de re-skier 1 heure, et en fait en procédant de la sorte, ça me permettait d'avancer de manière assez sereine, parce que si je pensais à l'arrivée, si je pensais à la ligne d'arrivée au pôle Sud, je me décourageais, parce que c'est trop difficile d'envisager une telle distance, une telle solitude, une telle souffrance d'une certaine façon, que le fait de procéder par petits objectifs, c'était une façon de tenir. Et je crois que dans le business ou dans les projets perso, c'est aussi un petit peu pareil. Enfin, j'utilise souvent cette analogie, mais quand on apprend à jouer un instrument de musique, si on pense tout de suite à faire un concerto ou être tout de suite sur une scène, je crois qu'on se décourage assez vite, parce qu'il faut passer par petites étapes, et je crois que c'est pareil dans le business. Mathieu Torder, vous parlez aussi beaucoup de résilience, de dépassement. Ouais. Ce sont des termes qui sont très utilisés par les entrepreneurs. Oui, absolument. Je crois que quand on cherche à aller au pôle Sud tout seul, on va forcément passer par des moments de découragement, de doute, et c'est là en fait qu'il faut peut-être se raccrocher sur des expériences passées, et je pense que la résilience, elle est très liée à l'entraînement, à l'expérience qu'on a pu accumuler auparavant. Il y en a qui ont des prédispositions pour être résilients, mais je pense qu'on peut travailler cette résilience avec tout le travail préparatoire qu'on a pu faire. Et donc moi, avant de partir en Antarctique, j'avais passé déjà 50 jours dans le froid, au Groenland, en Norvège, pour me confronter à des conditions polaires, voir comment physiquement je réagissais, à tirer un traîneau, comment je me débrouillais pour m'alimenter dans le froid. Et donc cette résilience-là, j'ai appris à la construire en fait au fur et à mesure des années. Mais évidemment, on a besoin d'être résilient quand on affronte une crise comme celle qu'on est en train de vivre sur le plan économique avec le coronavirus. Quand on est en retard sur son programme pour aller au pôle Sud, il faut faire preuve de résilience et s'adapter en allongeant ses journées de ski, en se fixant ses petits objectifs et en se rationnant, ce qui était aussi mon cas pendant mon aventure. Quid de la rentabilité ? Comment faire en sorte qu'une expédition soit rentable ? Ça, c'est un petit peu la question. Je pense que quand ça fonctionne, on est rentable, c'est-à-dire quand on atteint son objectif, on raconte son histoire dans sa globalité. Voilà, on est parti d'un point, on est arrivé à la fin, et donc on a fait ce qu'on avait prévu, enfin ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Après, c'est un moyen d'être rentable, mais j'ai envie de dire que il n'y a pas que ça. Je pense que ça dépend aussi de l'histoire qu'on raconte. Moi, tous les jours, je communiquais sur mon aventure, sur mes réseaux sociaux, et mes sponsors suivaient ça au jour le jour. Les salariés, tous les matins, pendant la réunion d'équipe, ils regardaient ma position sur une petite carte qui donnait ma position en direct. Et donc, je pense que
voilà, être rentable, c'est un grand mot. Tout le monde en a tiré profit parce que ça a soudé en interne les employés de mes sponsors, parce que tous les jours, ils me suivaient et que moi, je communiquais régulièrement et que je les appelais toutes les semaines par téléphone satellite et ils se sont pris un petit peu au jeu. Et donc, ils n'étaient pas rentables, mais en tout cas, ils étaient heureux. Et je pense qu'en interne, ça a bien fonctionné. Ça a réussi à souder un petit peu l'équipe d'une certaine façon. Mathieu Torder, ce qui nous intéressait dans cette interview, c'est votre face cachée d'entrepreneur, évidemment. Mais faites-nous rêver quand même pour la journée. Ça ressemble à quoi, l'Antarctique, ce continent blanc-là? L'Antarctique, c'est un continent qui est grand comme 28 fois la France. Donc, c'est vraiment un continent qui est immense. Pour les plus mauvais en géographie qui nous regardent, c'est le continent qui est le plus au sud du globe. Au nord, il y a l'Arctique. Au sud, c'est l'Antarctique. Et c'est un continent qui est recouvert de glace et de neige. Les seuls animaux, je le disais au début, ils sont présents sur la côte du continent antarctique. Et au centre du continent, il n'y a rien ni personne. Le pôle sud, il est à 2835 mètres d'altitude, donc c'est un continent qui est aussi assez élevé. Et donc moi, mon expédition, elle consistait à partir de la côte, donc du niveau de la mer, pour rejoindre le pôle sud. Il y a une présence humaine, mais elles sont confinées dans des bases scientifiques, tout autour du continent et quelques-unes à l'intérieur. La base Amundsen Scott pour les Américains au pôle sud, et nous les Français, on en a deux. Il y en a une qui s'appelle Dumont-d'Urville, qui est sur la côte, et il y en a une qui est un peu dans les terres, qui s'appelle Concordia, et qui est partagée avec les Italiens. Merci beaucoup Mathieu Torder, merci d'être venu nous parler de ce sujet très intéressant. Merci beaucoup Paul Douard, on vous retrouve la semaine prochaine. Smart Up, c'est terminé, merci de nous avoir suivis. Je laisse la main à Stéphane Soumier qui reçoit Laurent Vimon, le patron de Century 21. On se retrouve évidemment demain matin, je vous souhaite une très belle journée.